Cassa bien cassa. Toute parole est parole. La parole est facile et difficile. Qui veut parler doit parler clair et vrai. Si l'histoire que nous évoquons est vraie, c'est qu'on nous a dit la vérité. Si elle n'est pas vraie, nous n'avons pas menti. Mais ceux qui nous l'ont communiqué ont menti. Bienvenue à Il nous en parle, le podcast où nous explorons des sujets fascinants avec passion et expertise. Je suis votre hôte, Inous, et je suis ravi de vous accueillir dans cet espace où la curiosité rencontre la conversation. Préparez-vous à plonger dans des discussions enrichissantes et à découvrir de nouvelles perspectives. Merci de nous rejoindre pour cette aventure intellectuelle. Cassa bien cassa. Toute parole est parole. Qui veut parler doit parler clair et vrai. Dans cet épisode, nous parlons de médecine esthétique des addictions. Nous tenterons de comprendre les addictions ainsi que les facteurs conduisant à recourir à la médecine esthétique. Nous aborderons sans faux fuyant les fruits de la recherche pour traiter les addictions, les techniques efficaces proposées par le Dr Sacco, ainsi que les défis et solutions autour de la médecine esthétique. Ce podcast se veut factuel, loin de toutes les théories inapplicables à notre contexte. Partageons ensemble cette aventure intellectuelle. Je suis Inous et je suis ravi de vous accueillir, chers auditeurs et chers web auditeurs. Dr Sacco, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien, merci. Parfait. En tout cas, c'est un honneur que vous nous faites d'être présente aujourd'hui et nous aimerions en savoir un peu plus sur vous, votre parcours, qui vous êtes. Et nous savons que Dr Sacco est médecin, urgentiste, gynécologue et plein d'autres choses que vous aurez l'occasion de nous dire. Oui, effectivement. Donc, je me présente, je suis docteur Mariam Sacco. Mon parcours professionnel commence par des études de médecine. J'ai obtenu mon doctorat en 2005. Par la suite, j'ai voulu me spécialiser en médecine d'urgence, ce que j'ai fait en 2007. Et j'ai commencé à travailler dans différents services d'urgence en France. Et c'est déjà là que j'ai commencé à constater en fait les dégâts que l'addiction pouvait avoir sur les patients. D'accord. Après ça, j'ai voulu me spécialiser en gynécologie médicale. Ensuite, plusieurs années après, je me suis intéressée à tout ce qui était santé mentale, santé émotionnelle. Donc, j'ai fait une maîtrise en hypnothérapie. Et pour finir, voilà, j'ai fait une formation pour faire de la médecine esthétique. Waouh, c'est un parcours qui nous semble très, très intéressant parce que vous avez touché à plusieurs pans de la médecine et dans lesquels il y a vraiment un besoin. Oui. Et ce que je constate, c'est que étant établi à Abidjan, généralement, il y a peut-être quelques sujets sur la gynécologie, des sujets sur les addictions qui sont pas forcément traités de la meilleure des manières. Et je pense qu'on aura l'occasion de voir un peu plus déjà qu'est-ce que vous arrivez à proposer, et comment ça, quels sont les résultats qui ressortent au détour de ces exemples-là. J'ai fondé mon centre médical, donc on a ouvert nos portes au mois de mars de cette année. D'accord? Donc c'est le centre médico-esthétique Nova qui est situé aux Deux Plateaux. Et donc on offre une gamme vraiment vaste de services, que ce soit en santé physique, santé mentale aussi et beauté, D'accord, avec ok. la médecine esthétique. Mon rôle, c'est vraiment de donner des soins de première ligne à mes patients. Et aussi, j'ai une équipe multidisciplinaire derrière avec qui on élabore des plans de traitement personnalisés. Donc, en termes d'addiction, c'est vraiment ça. On essaye d'avoir une approche holistique ou intégrée avec la médecine générale, avec la psychologie, avec aussi la thérapie par l'hypnose. Ah, c'est très bien de pouvoir parler de thérapie, par exemple, par l'hypnose, parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez entendu, notamment en Occident. Il y a plusieurs techniques qui sont mises en place et tout. Et quand vous l'appliquez, par exemple, cette thérapie par l'hypnose ici en Côte d'Ivoire, comment vous sentez que ça contribue vraiment à améliorer les choses dans le domaine des addictions? Ça améliore d'ailleurs, bon, je me suis beaucoup intéressée dans les recherches à voir comment, l'hypnothérapie pouvait aider justement, les patients, qui sont atteints d'addiction et il y a plusieurs études qui montrent que dans une approche intégrée comme on essaie de le faire, dans mon centre avec, des soins, de santé, générale, de médecine classique
et de psychologie, l'hypnothérapie a des bons résultats en termes de diminution du taux de rechute et D'accord. aussi d'obtention de sevrage. D'accord. Bah, c'est très intéressant et en même temps, ça me permet de me poser une question parce que on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire. Quand on parle d'hypnose, quand on parle de bien-être, on dit c'est des problèmes de blanc. Faut dire les choses telles qu'elles sont. La réalité, c'est comment est-ce que les gens perçoivent ces différentes techniques que vous mettez en avant? Alors, bon, moi, ça fait à peu près 1 an et quelques que je suis rentrée en Côte d'Ivoire et ça D'accord, est depuis mars 2023 que j'ai commencé à parler d'hypnose d'accord. sur mes réseaux sociaux, justement pour faire découvrir la thérapie par l'hypnose et démystifier, en fait. Parce que c'est vrai qu'au-delà de dire que c'est des choses de blanc, des fois, on me dit: «Est-ce que c'est pas de la sorcellerie? Est-ce Ah que» oui, donc ça peut aller assez loin. Les d'accord, gens ont peur que, on puisse les, manipuler, les contrôler et cetera. Donc voilà, j'essaie de démystifier ça et étonnamment, j'ai quand même des retours. Les gens sont intéressés et ça m'a permis aussi de voir qu'il y a un besoin vraiment criant en termes de santé mentale. mmh. Les gens ne savent pas forcément vers, qui se tourner. D'accord. Bah, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un véritable besoin. Le besoin a été identifié, la solution est en train d'être apportée. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, qui vous ont marqué depuis le début de votre exercice, notamment par rapport à tout ce qui est lié au bien-être, mental ou, Mmh. aux addictions de manière générale? Moi, je suis toujours un petit peu surprise, hein. Je veux dire, c'est vrai, oui, j'ai été formée, j'ai une maîtrise en hypnose et cetera, mais des fois, on a des cas qui viennent nous voir, on se dit: «Bon, on va essayer, on n'est pas sûr» D'accord. et puis finalement, ça marche, hein. Je veux dire, j'ai eu, une patiente qui venait pour une addiction, alimentaire, en fait, D'accord. donc heu et au bout d'une séance, voilà, elle a pu arrêter son addiction, voilà, Très c'était au bien. chocolat. Donc D'accord. voilà, OK. très simple. Hem, j'ai eu, des patients qui venaient pour un arrêt tabagique D'accord. aussi, donc ça, c'est un peu plus long, donc ça a pris 4 séances, D'accord. mais la personne aujourd'hui ne fume plus. Ah ça, c'est très bien ça. Voilà, donc il y a plusieurs choses comme ça et notamment en termes de confiance en soi aussi, dépression, tout ça, Oui. on a de bons résultats. Bah, c'est génial. On ne peut que vous féliciter en tout cas par rapport à ces résultats que vous êtes en train de générer. Merci. Hem, En même temps, vu on bascule effectivement sur, les addictions de manière générale, et les résultats que vous avez, on aimerait bien comprendre et je pense pour nos auditeurs aussi, on aimerait comprendre les fondamentaux des addictions. Mmh. Bon, ce qu'il faut savoir sur les addictions, c'est que déjà, il faut savoir que c'est une maladie chronique. D'accord? Voilà, c'est vrai que c'est un choix que la personne a fait de commencer, mais ça devient une maladie parce que l'addiction va changer la chimie au niveau du cerveau. D'accord? Donc, la personne ne pourra plus, pouvoir, contrôler, en fait, sa consommation. Hem C'est essentiellement ça. Donc, moi, ce que je préconise, c'est vraiment, de ne pas stigmatiser ces personnes-là, parce que c'est des malades. Exact. OK. Bah, c'est bien de le comprendre comme une maladie, hein, en réalité, parce que il y a beaucoup de personnes qui disent que quand quelqu'un, je prends un exemple, imaginons quelqu'un qui fume depuis plusieurs années. Aujourd'hui, cette personne-là dit qu'elle veut arrêter de fumer, mais qu'elle n'est Mmh. elle n'est pas capable de le faire. La plupart du temps, son entourage n'est pas dans l'option de l'encourager à arrêter, mais c'est plutôt à stigmatiser cette personne en lui disant: «Tu n'as pas la tête pour le faire, tu n'es pas capable de le faire, tu n'y arrives pas et en fait, ce que tu dis: "Je veux arrêter"», mais en fait, tu le dis ça juste pour nous faire plaisir parce que la réalité, tu ne fais rien. Alors que la Mmh. personne a un combat qu'elle mène, de manière, consciente et inconsciente d'ailleurs, tout Mmh. le temps, tout le temps, tout le temps et les résultats, malheureusement, ils n'interviennent pas parce que ces personnes-là refusent souvent d'être accompagnées. Est-ce que vous avez déjà été, confronté à quelqu'un, par exemple, qui a eu une situation d'addiction et peu importe, hein, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit, par rapport au tabac ou à une drogue ou enfin à toute autre chose, notamment sur les paris sportifs aussi, ce Mmh. genre de choses? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations comme ça? Oui, Mmh. oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai un patient, à qui je fais un clin d'œil, D'accord, qui est venu pour une première consultation pour un arrêt tabagique, mais qui n'est pas revenu. d'accord, Je pense que, enfin, je ne pense pas, ça a été prouvé que, dans toute situation, hein, il y a toujours un petit gain qu'on a derrière. Donc, des fois, c'est difficile de pouvoir se détacher de son addiction par rapport à ça d'accord. et aussi, par rapport à ce que je disais, le fait que la chimie du cerveau, est chamboulée donc, voilà.
D'accord. Bah, en tout cas, c'est excellent. Et quels sont les aspects importants qu'une personne doit nécessairement comprendre en lien avec les addictions de manière Avec générale? les addictions? Ouais, Bah, déjà, il faut pas stigmatiser parce que c'est une maladie. d'accord. La deuxième chose, c'est que l'addiction, c'est pas uniquement sur les drogues, l'alcool, et cetera. Il y a l'addiction, bah, aux paris sportifs, Mhm. il y a l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à la pornographie, au sexe, l'addiction, heu, il y a alimentaire, par exemple. Exact. Donc, il y a différentes sortes d'addictions. Il faut pas juste voir, tout ce qui est drogue en se disant: «Oh, c'est des délinquants» et cetera. Mais, Oui. on a des personnes peut-être qui sont à côté de nous qui souffrent, d'une sorte d'addiction, en fait. Bah, en fait, c'est très bien ce que vous dites là et ces catégories d'addiction qu'on a. Et moi, j'ai entendu il y a même pas plus tard qu'il y a quelques semaines et tout, une certaine addiction que j'ai trouvée assez particulière. Assez particulière, vous avez juste dit le mot tout à l'heure, l'addiction à la pornographie de Mmh. manière générale. Mmh. J'avais entendu d'une personne spécifique, hein, et ça, c'est vraiment pour de vrai parce que ça a créé une certaine histoire derrière. On se retrouve dans une situation où une personne est malheureusement bénéficier du Wi-Fi. C'est peut-être drôle ce que je dis, mais c'est aussi Mmh. triste parce que cette personne utilisait le Wi-Fi d'un organe ou d'un établissement religieux OK, pour regarder du porno. OK. Et malheureusement, cette personne a été stigmatisée, directement et cette personne n'a plus jamais remis les pieds Mmh. dans cet endroit-là. Et je Ouais. pense que c'est le genre de situations qui font que les personnes se disent: «Bah, finalement, entre guillemets, c'est fichu pour moi, Mmh. donc je fais plus rien, je vais rester dans mon affaire, je vais m'isoler» et là, ça crée peut-être une autre problématique. Est-ce que vous avez vécu ou vous avez eu, dans les échanges que vous avez avec vos patients, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vivait vraiment un isolement du fait d'une certaine addiction, peu importe, laquelle? Oui, 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 je veux dire, quand je travaillais aux urgences, on en avait beaucoup. C'est des personnes qui ont perdu leur travail, c'est des personnes qui ont perdu leur famille, qui sont pratiquement sans domicile fixe. Donc, c'est vraiment des associations qui leur viennent en aide ou, par cette stigmatisation-là, en fait, ils vivent une culpabilité immense et des fois, la stigmatisation fait qu'ils ont peur de demander de l'aide parce qu'ils ont peur d'être jugés ou Oui, maltraités, en fait. Donc, dans l'addiction, il faut vraiment avoir de la compassion oui. et puis, soutenir la personne. D'accord. Mmh. Bah, c'est bien de le dire parce que la compassion, je pense que c'est la première chose qui manque dans l'entourage quand il y a une certaine situation d'addiction. Mais en même temps, aujourd'hui, et quand on parle, par exemple, là, on a pris l'exemple de plusieurs exemples et dont l'exemple des paris sportifs. Aujourd'hui, il y a quelque chose, une recrudescence de tout ce qui est lié aux paris sportifs en Côte d'Ivoire. Mmh. Malheureusement ou heureusement, enfin, en fonction de la position qu'on prend, que ce soit en termes de taxes, donc c'est des impôts, donc ça monte assez et donc on a besoin d'entreprises qui investissent dedans. Mais dans le bien-être humain ou le bien-être social, Mmh. ça crée certaines choses. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous souvenez, vous avez vu cet épisode où on parlait de l'auto ghanéen entre guillemets. Ouais. C'est un peu c'est des paris sportifs aussi, des paris qui se font. Et il y a énormément de personnes qui s'adonnent à ce genre de choses-là. Alors, est-ce que, comment dire, est-ce que quand on met en place toute une structure pour favoriser cette, comment dire? Cette volonté-là de pratiquer ce genre de paris sportifs, est-ce que c'est pas quelque chose qui contribue à générer encore plus de l'addiction? Oui, je pense que si, je pense que jusqu'à un certain temps, tout ce qui était jeux, paris sportifs était interdit en Côte d'Ivoire. Je Mmh. pense que c'était pour une bonne raison. Malheureusement, lorsqu'on vit des difficultés dans sa vie ou qu'on est dans une situation précaire, on a plus tendance à tomber dans l'addiction D'accord. parce que on le prend au début comme un dérivatif pour sortir de sa réalité et après on devient accro, comme on dit. Donc, c'est vrai que tout ce qui est paris sportif, on se rend pas compte de l'impact, mais il y a beaucoup de gens qui sont, touchés par ça et qui vivent des réelles difficultés financières et qui dit addiction dit tout le volet judiciaire aussi avec les délits, les vols, les agressions et cetera pour se procurer de l'argent pour pouvoir assouvir son addiction. Donc je pense que oui, c'est vrai que c'est des activités qui, amènent de l'argent à l'État et cetera, mais je pense qu'elles ne sont pas assez, surveillées, elles ne sont pas, assez organisées, par exemple, en termes de limite d'âge, en Oui, termes de limite de dépenses, exact, exact. voilà, parce que bon,
Par exemple, les gens qui sont accros au casino, au bout d'un certain moment, quand on voit qu'ils sont accros, il y a des listes où il y a des gens qui sont interdits d'aller au casino. Oui, Mais dans les PMU ou dans d'autres paris sportifs sur Internet, etc., il n'y a pas de de limite, surveillance exact. aucune. Ouais, On ne sait pas qui joue c'est ça. et on ne sait pas dans quelle situation il se met ou qu'est-ce qu'il fait pour jouer. Ouais, exact. Et en même temps aussi, ça permet de se poser des questions derrière, parce que si on n'est pas capable de réguler cet exercice-là de la manière la plus efficace et efficiente possible, on se retrouve aussi dans des situations de, entre guillemets, de blanchiment d'argent qui puissent exister. Parce que la réalité, c'est que quelqu'un pourra utiliser une carte bancaire éventuellement ou un compte en particulier avec une certaine somme qu'il y met, mais on ne Mhm. connaît pas nécessairement la provenance de ces sommes-là. Moi, je sais que dans certains pays, par exemple en Occident, quand on veut faire une certaine catégorie de transactions, il y a des éléments qui sont demandés, des alertes qui sont remontées, comme pour vraiment lutter contre le blanchiment, la corruption et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on constate ici, malheureusement, c'est pas encore le cas. C'est peut-être quelque chose qui viendra, mais ça nécessiterait certainement des sensibilisations, des programmes qui soient assez importants. Et en parlant de programmes de sensibilisation ou de programmes éducatifs, est-ce que vous auriez des recommandations éventuellement pour que les personnes puissent déjà sortir de ces différentes situations, les mieux connaître les enjeux ou les risques qui sont liés à ces addictions? Oui. Bon, déjà, il faudrait plus parler des addictions. D'accord. Déjà, il Ok. faudrait informer D'accord. sur c'est quoi les addictions, quel type d'addiction il existe. D'accord. Il faut aussi miser sur... l'information va permettre qu'on stigmatise moins. Donc D'accord. ça aussi, c'est un point important. Et il faut surtout miser sur la prévention et l'intervention précoce dès les débuts de l'addiction. Donc il faut quand même que la santé publique soit touchée. Donc Oui. l'État mette en place des campagnes d'information, de prévention. Et aussi, ça pourrait être instauré dans le système scolaire, par exemple, au même titre que l'éducation sexuelle, par exemple. D'accord. Donc, c'est vraiment ça. D'accord. En fait, on devrait considérer effectivement ces catégories de situations-là ou de, oui, ces catégories de situations-là comme des enjeux de santé publique. Tout à fait. D'accord. Parfait. Bah, Mais c'est, c'est un enjeu de santé publique parce que, je veux dire, des personnes qui sont en addiction, Mhm. ça entraîne quand même des dépenses pour Ouais, un État. Donc exact. déjà, ces personnes-là ne sont plus productives. Ouais. Donc, elles vont pas travailler, elles vont pas payer leurs taxes, même si on a un problème d'impôt en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais quand même. Et puis aussi, il y a tout ce qui est le volet judiciaire dont je parlais tout à l'heure. Donc, Exact. quelqu'un qui va voler ou qui agresse quelqu'un, bon, on l'arrête, on le fait passer au tribunal, c'est l'État qui paye. Bon, le Exact. contribuable aussi, Ouais. mais voilà, c'est des dépenses. Et puis, il y a tout ce qui est volet maladie chronique, les blessures, les accidents, etc. Donc, euh, même si on a un système où il n'y a pas de sécurité sociale, on a Ouais. la carte CMU qui Ouais. commence. Donc, euh, il faut les soigner aussi, ces personnes-là. Exact. Je trouve que c'est effectivement un bon début parce qu'il y a quelques mesures qui sont en train d'être mises en place. Mhm. Malheureusement, comme on le dit en Côte d'Ivoire ou dans la plupart des pays d'Afrique, tout est urgence. Oui, Et comme tout est urgence, il faut prioriser les urgences. Et le exact. niveau, c'est là que c'est beaucoup, le choix de l'urgence devient beaucoup plus compliqué derrière. Mhm. Mais c'est bien, je pense que c'est bien de pouvoir le préciser. Il y aura des travaux qui sont faits, il y a des recherches qui sont faites sur ces sujets-là. On va pouvoir en parler un peu plus tard. Mais je veux faire le lien aussi avec tout ce qui est médecine esthétique. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui font de la médecine esthétique, pas parce que généralement elles ont besoin de modifier quelque chose ou elles ont besoin de changer quelque chose, mais elles se retrouvent dans une situation où c'est, enfin, je vais pas dire que c'est une addiction à de la médecine esthétique, mais c'est quelque chose qui est similaire ou qui se rapproche à ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, comment vous inscrivez votre stratégie en matière de médecine esthétique aujourd'hui à Abidjan? Personnellement, j'ai pas été confrontée à ça. D'accord? Je dirais Dieu merci. Mais effectivement, il y a une certaine forme d'addiction aux soins esthétiques D'accord? dont la cause est la dysmorphophobie. En fait, la personne ne se voit pas telle qu'elle est D'accord. et elle a certains complexes OK. qui ne sont pas forcément réels, qui l'entraînent à vouloir toujours faire des Faire modifier soins ou quelque des chose, ouais. chirurgies Ouais. en esthétique. Euh,
L'autre question, c'était? Oui, l'autre question, c'était quand vous avez vécu, si vous avez vécu ce genre d'action-là, et Mmh. puis comment est-ce que vous inscrivez un petit peu, vous, votre stratégie pour accompagner les personnes qui veulent réaliser de la médecine esthétique ou qui veulent subir des soins esthétiques, vu que vous en donnez? Ouais. Ouais, Bon, chez nous, bon, comme à peu près partout normalement, on fait d'abord une première consultation, avec un interrogatoire, en fait, pour savoir, l'état de santé de la personne. Ensuite, qu'est-ce qu'elle souhaite? Et on fait une évaluation pour voir qu'est-ce qui peut être fait, si c'est réalisable, et cetera, et cetera. Et ensuite, on fait un plan de traitement. Donc, nous, on fait, pas de chirurgie esthétique, on fait uniquement des injections, d'accord, et cetera, des soins laser et tout ça. d'accord, Et on fait quand même attention à ce que les demandes soient, nécessaires et aussi, bon, ça peut ne pas être nécessaire en tant que tel, mais ça apporte un mieux. d'accord. Ok. Voilà. Mais on fait attention à suivre les patients justement pour éviter, d'entraîner une addiction ou des choses comme ça. D'accord. Donc c'est le genre de situation qui permettent aujourd'hui de dire: «OK, moi je suis dans une situation où j'ai besoin de faire, un soin esthétique en Mmh. particulier. J'ai besoin d'une injection de botox, à X, à tel ou tel endroit de manière, assez efficace», Mmh. et en fait, ça permet à cette personne-là, de ce que j'avais vu et ce que j'avais lu, généralement, ces personnes qui réalisent ces injections ou ces soins esthétiques sont des personnes qui estiment que cette action leur permettra de développer ou de gagner en confiance. Est-ce Mmh. que ça, c'est un argument qui passe auprès de vous? Oui, D'accord? bien sûr, parce que quelqu'un, par exemple, qui, je sais pas, je donne un exemple, qui a une bosse sur le nez ou qui a le nez crochu et depuis l'enfance, ça a été un complexe, on s'est moqué de lui et cetera et cetera. C'est sûr qu'une correction de son nez, ça va lui faire gagner en confiance et ça va se ressentir dans son attitude, dans tous les domaines de sa vie. Donc Mmh. oui. D'accord. Bah, c'est très, très intéressant en tout cas de comprendre qu'aujourd'hui, l'un des facteurs qui permet de pouvoir passer à la médecine esthétique ou aux soins esthétiques, il y a aussi, c'est principalement, enfin, c'est entre autres, un besoin d'augmentation de confiance en soi, Mmh. de pouvoir, avoir un «mieux-être» entre guillemets, et finalement on revient sur cette question du bien-être, mental ou du mieux-être et tout, parce que la réalité, c'est que c'est vraiment quelque chose qui détermine un petit peu la vie de tout le monde aujourd'hui. Faut être dans une situation où on a un bien-être, un mieux vivre, et ça nous permet d'être mieux dans la société de manière générale. Tout à fait. Excellent. Hem Et donc, à ce jour, quand on parle, de d'addiction, quand on parle de médecine, esthétique ou de soins esthétiques, de manière beaucoup plus particulière, est-ce que vous avez des informations sur l'état de la recherche actuelle? Comment Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des recherches récentes, par exemple, concernant les addictions qui ont porté leurs fruits et qui sont susceptibles d'être testées, que ce Mmh. soit, par exemple, en Côte d'Ivoire ou en Occident éventuellement? Oui, il y a, il y a certaines innovations qui sont en train d'être étudiées, Mmh. notamment, tout ce qui a trait à la neuroplasticité, donc avec la stimulation du cerveau, en fait, soit par, du courant direct, D'accord, soit par, du courant magnétique, en fait, OK. qui semble être prometteur, en fait, dans le sevrage des addictions. D'accord, et cet élément de neuroplasticité aujourd'hui, est-ce que ça a été testé dans certains endroits? C'est à grande échelle actuellement Non, ou pas du tout? non, non, On non. est vraiment dans les débuts, Oui. de cette situation-là. Est-ce qu'il Mmh. y a d'autres, éléments de recherche qui aujourd'hui sont existants, qui fonctionnent ou qui se tentent? Mmh, C'est surtout la thérapie intégrée, comme je vous disais, avec, d'accord. une prise en charge multidisciplinaire, Mmh. du patient avec, le volet physique, Mmh. le volet, psychologique D'accord, et aussi le volet émotionnel avec, l'hypnose. Après ça, il y a, les traitements, pharmacologiques, hein, comme, d'accord, la méthadone, pour, les addictions aux opioïdes. d'accord. Et tout ce qui est, méditation, relaxation, pleine conscience et cetera pour pouvoir gérer le stress. D'accord, excellent. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en termes d'innovation ou de tendances futures, est-ce que, comment vous voyez l'évolution de la recherche, et des interventions en matière d'addiction ou de soins esthétiques? Mmh.
Je pense que l'évolution, ça va aller vers des soins de plus en plus personnalisés. D'accord. Donc, il y a d'autres études aussi sur, les biomarqueurs, OK. donc qui vont permettre de, faire des soins vraiment, par rapport aux caractéristiques individuelles de la personne. Il y a aussi le volet de l'intelligence artificielle, donc qui va permettre, tout ça, c'est à l'étude de faire des plans de traitement, individuels aussi et de faire un suivi. Il y a aussi tout ce qui est les applications mobiles, les plateformes, sur internet aussi qui permettent de faire un suivi, en termes de sobriété D'accord. et également de pourvoir des séances de thérapie en ligne. D'accord. Bah, j'aime bien le terme que vous utilisez quand vous parlez aussi de sobriété. Je veux faire le lien avec, par exemple, certaines addictions qu'il peut y avoir avec l'alcool. Parce que Mmh. de manière générale aussi, ça, c'est une addiction qui est vraiment assez développée. Mmh. Dans un contexte, d'Afrique de l'Ouest et éventuellement d'Afrique, centrale, il y a plusieurs pays où malheureusement, avec, quelques recherches, on s'est rendu compte que l'une des entreprises les plus, florissantes ou, en tout cas l'une des meilleures entreprises avec le plus de valorisation, de capitalisation ou de chiffre d'affaires de manière générale, c'est des entreprises qui sont spécialisées dans la boisson. Mmh. Est-ce que ça ne traduit pas que dans ces pays-là, il y a vraiment une certaine forme d'addiction à la boisson ou aux boissons alcoolisées, mais qui ne dit pas son nom parce que personne ne veut dire, mettre les mots sur les situations qu'elles vivent? Non, pas forcément. Je pense que, il y a une forte consommation D'accord, d'alcool, d'accord. mais qui n'est pas forcément une addiction. Je pense qu'il y a des addictions à l'alcool, oui, Mmh. peut-être plus qu'on pense, mais il y a surtout, la majorité de la population qui consomme beaucoup, beaucoup d'alcool, D'accord, notamment, pour les événements festifs et les week-ends. d'accord. En même temps, ça me permet de me poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, hein, parce que généralement quand on discute avec quelqu'un qui, boit, de manière, je vais pas dire démesurée parce que la mesure dépend de la personne qui Ouais. qui est en face de son verre. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, des personnes qui sont dans des situations où on les voit consommer de manière régulière, de manière très, très importante, est-ce que ces personnes peuvent se cacher sous, certains bienfaits, qu'il y aurait, par exemple, de l'alcool ou du tabac ou de toute autre, addiction qu'il pourrait y avoir ou substance? Est-ce que ces personnes peuvent se cacher derrière pour dire qu'en réalité, on peut l'utiliser, ça ne nous poserait pas de problème parce que ça participe à notre développement? J'entends par exemple, imaginons quelqu'un qui fume, assez souvent, qui Mmh. se dit: «Bah, en fait, moi, je veux bien arrêter de fumer, mais quand je ne fume pas, je mange pas». Mmh. C'est difficile à comprendre, c'est quand on n'est pas dans la situation, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Est-ce Tout que à fait. c'est des éléments pour lesquels vous avez, Ça mmh va dépendre de la substance, ça va dépendre de l'addiction. Par exemple, pour l'alcool, je pense que, tout le monde ne connaît pas forcément, mais il y a, comment dire? Les normes de consommation d'alcool qui sont là, d'accord, c'est accessible sur Google et cetera. Donc pour un verre de whisky, il faut prendre le verre à whisky et c'est d'accord, une consommation ou 2 consommations. Par d'accord. exemple, pour le vin, c'est pareil. Le vin, par exemple, on sait qu'il y a des études qui ont prouvé qu'il y a certains bénéfices et cetera, mais on n'a pas D'accord. dit de boire 2 bouteilles de vin. Mais si vous dites ça, on a des parents d'une certaine ethnie qui risquent de se fâcher. Non, mais il faut tout est dans la mesure. Tout est dans la mesure, Tout est dans exact, la mesure, exact, voilà. Maintenant, par exemple, le cannabis, il y a des personnes aussi qui vont dire: «Oui, je prends le cannabis, ça m'aide à dormir, ça m'aide à me relaxer et cetera». exact. Mais, c'est la quantité aussi et puis il Ouais, faut savoir que, par exemple, le cannabis, ça peut, déclencher des psychoses chez des d'accord, personnes qui sont, prédisposées. d'accord, Donc c'est pas OK, anodin de dire: OK. «Oui, non, c'est juste des herbes, c'est naturel». Oui, mais ça peut avoir des conséquences assez, importantes. D'accord. Bah, en même temps, je trouve que c'est très bien d'avoir fait le lien sur le cannabis parce que malheureusement, c'est une situation qu'on vit et qu'on voit beaucoup. Et il y a des personnes qui, malheureusement, font des liens qui sont sujets à interrogation. Par exemple, on a quelqu'un qui nous dit aujourd'hui, on va faire un comparatif entre les personnes qui sont décédées des suites de consommation, entre guillemets, exagérée de cannabis et des Mmh. personnes qui sont décédées des suites de consommation d'alcool ou éventuellement d'accidents de la route. Mmh. C'est des calculs qui, à mon sens, sont inadaptés, inopérants, parce que tout simplement, c'est pas le même contexte. Tout Mais à fait, généralement, on ouais. va se retrouver dans une situation où les personnes qui sont, enfin, consomment du cannabis meurent moins, entre guillemets, que des personnes dans ces deux autres situations-là. Mmh. Mais comment on arrive à ce stade-là de pouvoir faire ces comparaisons et aujourd'hui se dire,
finalement, je me plais bien dans ma consommation. Et en réalité, c'est comme si on cache une certaine addiction qu'on a développée depuis un certain moment. Non, je pense que ça va un peu dans le sens des personnes qui disent, bah, il faut bien mourir de quelque chose, en Ouais, fait. exact, exact. C'est ça, parce que bon, c'est pareil si je dis, je vais comparer le nombre de morts, par accident d'avion et puis, comparer au nombre, de morts par cancer. Bon, ça a Ouais, rien à voir. exactement. Donc, la comparaison n'a pas lieu d'être, en C'est fait. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je trouve que c'est excellent parce que c'est le genre de situation ou d'éléments qu'on retrouve assez souvent. Il y a une expression que j'avais entendue il y a quelques années. On me disait mort dans l'eau, mort hors de l'eau, c'est la même mort. Mmh. Donc techniquement, c'est un peu le même sens de dire on va bien ou on doit bien mourir de quelque chose, mais au moins, faut pas précipiter les conditions dans lesquelles, enfin, précipiter cet état-là. En tout cas, Je c'est vais vraiment, vous couper. Oui, allez-y. sur ce que vous venez de dire, en fait, Ouais. quand vous dites: «Oui, mort dans l'eau ou hors de l'eau, c'est la même mort». Oui, c'est la même mort, mais est-ce que c'est la même mort quand on vous pousse dans l'eau et vous mourrez ou quand vous-même vous sautez dans l'eau et vous mourrez? C'est pas la même mort. Ah, ça, c'est exactement vrai. C'est vrai. Effectivement, la sensation qu'on a derrière, c'est différent parce que si vous vous mettez dans la condition de je veux me donner, donc vous allez faire moins d'efforts pour pouvoir le réaliser. Mais par contre, si vous êtes surpris, Mmh, que vous êtes dans une situation où on vous met dans cette situation-là, le premier réflexe que vous avez, c'est de vous débattre. Et exactement. donc, ça veut dire que vous vous accrochez à un brin de vie qui existe. Est-ce que, par exemple, et c'est bien de parler du brin de vie et puis de l'incitation qu'il y a, qui peut être une incitation extérieure à réaliser quelque chose. Est-ce que vous avez, dans le cadre de votre activité, par exemple, eu des personnes qui vous ont dit, aujourd'hui, moi, je fais ça parce que je suis dans un environnement où les soirs, par exemple, je dois boire avec Mmh. des amis, parce que mon métier veut que je fasse ça, parce que, par exemple, j'ai été dans une situation où j'ai côtoyé des personnes qui le font tous les jours, qui fument tous les jours et donc finalement, j'ai commencé à fumer et jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à arrêter. Est-ce que c'est des situations que vous avez déjà vécues? Oui, c'est des situations qu'on rencontre. Il y a des personnes, justement, pour s'intégrer à un groupe, vont, suivre les habitudes du groupe D'accord, et malheureusement, d'autres membres du groupe peut-être vont pouvoir arrêter, mais eux ne vont pas pouvoir arrêter. d'accord. C'est un peu comme les personnes qui disent qu'elles ont «l'alcool social» entre guillemets. Oui, voilà, Ouais, l'alcool social, ouais. ouais. Ou il y a des personnes, par exemple, qui, Mmh. ne boivent que le week-end, D'accord. mais qui sont sous tous les week-ends. Ah d'accord, OK, Et c'est une forme d'addiction. Et OK. puis, comme je disais aussi, l'addiction, ça entraîne des maladies chroniques. Donc, Oui. boire comme ça, par exemple, après le foie, Mmh. ça peut entraîner des hépatites alcooliques, ça peut entraîner un cancer du foie, Mmh. voilà. Ah, c'est vraiment quelque chose de marquant et en même temps aussi, imaginons par exemple, hein, dans le cadre des soins esthétiques qu'il peut y avoir et tout, des injections, de botox, si c'est quelque chose qui se fait, est-ce que c'est quelque chose qui se fait régulièrement? C'est-à-dire que vous le faites une fois, vous le refaites tous les 6 mois ou toutes les années éventuellement? Oui, c'est quelque chose qui se fait. Le botox a une, durée, d'action, disons, de 4 à 6 mois D'accord, et l'acide hyaluronique, c'est plus long. Dépendamment, ça peut aller de 12 à 18 mois. d'accord, OK. Voilà. Est-ce qu'il y a il y a des risques qui sont associés par rapport à, tout excès, en tout cas en matière d'injection ou de soins de ce type? Bon, même au-delà de parler d'excès, il y a toujours un risque parce que c'est une injection. Exact. Donc, du moment où on pénètre la peau, il y a le risque d'infection déjà. D'accord. Et puis, si on va piquer dans une veine, par exemple pour l'acide hyaluronique, il y a le risque de faire une nécrose de la peau D'accord, OK. parce qu'on va aller boucher Mmh. l'artère. D'accord. Et bon, après, dans les excès, bien sûr, bon, je pense qu'on en voit beaucoup, hein, des Ouais, excès, les gens qui ont des lèvres comme ça. exact. Euh, Ça tire sur la peau, il y a des risques d'infection, Mmh. risques de plaies, voilà, de Ouais. Bah, c'est aussi, un élément je pense qu'il faut prendre en considération avant de s'engager dans cette mesure-là. Je pense que votre cabinet aussi a cette démarche-là d'informer avant mmh de procéder à la réalisation de certains soins. ouais, On remarque, hein, de manière générale, j'ai pas forcément remarqué ou regardé de manière beaucoup plus précise en Côte d'Ivoire, mais dans certains pays, ailleurs en Europe ou en Amérique, les soins de type, liposuction, de type, comment dire? Anti-rides mmh qui, comment dire? Je trouve pas le terme, mais qui permettent de «raffermir» entre guillemets le visage et tout. Est-ce que mmh. c'est des genres de traitements qui existent ici, qui sont faits de manière assez souvent, on va dire? Oui,
ça existe en Côte d'Ivoire, que ce soit par injection, par exemple, D'accord, ou par laser, par ultrason, d'accord, ou par la chirurgie avec des liftings, OK, des mini liftings et autres. C'est des choses qu'on fait. Maintenant, moi, la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il faut toujours s'assurer d'avoir un professionnel de la santé qui est diplômé exact, et qui fait ce pourquoi il est diplômé. exact. Parce que parfois, il y a des esthéticiennes qui vont faire certains gestes OK, qui, elles ne sont pas habilitées à les faire. Il y a certains médecins aussi qui vont faire de la chirurgie, mais ils ne sont pas habilités à faire de la chirurgie esthétique. d'accord. Donc, il faut faire attention, il faut se renseigner. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais on peut demander à un médecin de montrer son diplôme, par exemple. D'accord, OK. C'est une pratique, qui peut être courante ou c'est Bien une pratique sûr, incitative? bien OK, sûr. Malheureusement, il n'y a pas d'ordre des médecins plasticiens, par exemple, ou des d'accord, médecins esthétiques en d'accord. Côte d'Ivoire. Ils sont C'est tous un inscrits dans l'ordre général ou l'ordre des Voilà, l'ordre médecins? des médecins, voilà. D'accord, Bon, déjà, il faut s'assurer qu'il est inscrit à l'ordre, mais ouais, au-delà de ça, est-ce qu'il a les capacités de faire de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique? d'accord. C'est quelque chose, qu'il faut vérifier également. C'est un projet, qui devrait se mettre en place, mais c'est long, ça prend du temps. Ouais, Mais j'imagine, ça ouais. serait intéressant, je pense que chaque, profession devrait avoir, un ordre, au moins pour que le public et les consommateurs puissent se référer à quelque chose, en fait, pour savoir qu'ils obtiennent des soins de bonne qualité. Bah, je trouve que c'est très intéressant. Ça fait le parallèle aussi avec certaines situations qu'il y a dans d'autres pays. J'en prends pour exemple le Canada, où il y a un ordre des médecins, il y a un Mmh. ordre des infirmiers, il y a un ordre de vraiment beaucoup de métiers. Et ce qui est intéressant aussi dans le fait de pouvoir créer ou de mettre en place un ordre, c'est aussi le sens de la responsabilité Mmh. par rapport à la déontologie qu'il y a dans l'ordre dans lequel vous Exactement. êtes. Et à partir de là, une personne qui vit une situation où, par exemple, elle a été traitée par un médecin qui ne serait pas dans cet ordre-là. Il y a une certaine responsabilité derrière et donc on peut avoir la capacité de faire des actions judiciaires pour y répondre. Mais en même temps qu'on parle de qualification de médecins, notamment dans la médecine esthétique ou des soins esthétiques, on a remarqué en Côte d'Ivoire et il y a quelques années au Brésil, encore quelques années avant aux États-Unis, les États ou dans des villes comme Miami par exemple, Mmh. on a beaucoup de personnes beaucoup de femmes malheureusement, qui faisaient ce qu'on appelle le BBL. Mmh. Est-ce que ça, c'est quelque chose, par exemple, qui, selon vous, se fait en Côte d'Ivoire? Ou si ça se fait pas en Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne génère pas un risque? Parce que, par exemple, il y a des personnes qui font du «tourisme médical», hein, entre guillemets, ou du tourisme chirurgical, si on peut Mmh. utiliser ce terme-là, dans d'autres pays dans lesquels ils ont l'incapacité de vérifier le diplôme ou, les conditions de réalisation des opérations qu'ils vont faire. Mmh. Le BBL se fait en Côte d'Ivoire. D'accord? OK. Voilà, il y a des médecins chirurgiens qui le font. Maintenant, bon, je tiens à préciser quand même que le BBL, c'est une des chirurgies les plus dangereuses, D'accord. donc avec un taux de mortalité quand même assez élevé. Hem, Concernant le tourisme médical, faut toujours s'assurer d'où on va parce que Exact. malheureusement, il y a beaucoup d'histoires, vraiment d'horreur, hein, Oui. où des personnes ont fait des sepsis, des infections généralisées, on a dû D'accord. les amputer. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples sur le net, hein, il suffit Ouais. de chercher, Exact. Ouais. problème, chirurgie, voilà, Ouais. sur Google, je pense Il y en a il y énormément, en c'est a vrai. énormément donc Mmh. oui, c'est vrai que, le budget est un facteur, mais si on vous propose un budget qui est vraiment bas, il faut vous poser les questions aussi de savoir pourquoi c'est bas. Des fois, c'est pas parce que vous allez en Tunisie où peut-être la monnaie est plus basse et cetera, ou que vous allez en Turquie. Des fois, c'est parce qu'on va vous prendre, dans un garage, dans une, salle aménagée comme un bloc opératoire Ouais. sans, hygiène, vous savez pas quel produit on utilise, voilà. Vous savez même Exact. pas, quel est le diplôme du docteur. Donc il faut toujours vérifier où on va, je pense que dans n'importe quel pays, il Oui. y a des ordres, pour les médecins, je pense qu'il y a un minimum de vérification qu'on peut faire et puis comme je l'ai dit, n'hésitez pas à demander le diplôme du médecin.
D'accord. Voilà. En même temps, je pense aussi qu'il y a peut-être des situations qui se produisent, par exemple, quelqu'un qui fait, entre guillemets, ce tourisme médical ou ce tourisme chirurgical dans un autre pays, qui subit une opération et quelques jours à peine, cette personne revient dans son pays d'origine. Mmh. Quand il y a quelque chose qui se produit, il y a déjà une difficulté de déplacement parce que l'intervention a potentiellement été lourde. Donc, elle ne Mmh. pourra pas retourner là-bas pour se plaindre. Et à côté de ça, le suivi derrière, c'est beaucoup plus compliqué parce que je pense qu'un médecin qui n'a pas vu l'évolution d'une maladie ou d'une opération Mmh. chirurgicale, ce médecin-là, c'est beaucoup plus difficile pour ce médecin de suivre cette nouvelle, cette personne-là ou ce patient. Tout à fait. Moi, j'ai un ami qui est chirurgien plasticien, D'accord? donc esthétique, et souvent, justement, il reçoit des patients qui ont fait leur chirurgie ailleurs et qui viennent parce qu'il y a des problèmes. Ouais. Bah, c'est plus difficile pour lui de réparer parce que souvent, elles n'ont aucune documentation de ce qui a été fait, pas de Oui, compte exact. rendu opératoire, rien. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment des situations qui sont, malheureusement très tristes, pour lesquelles, c'est difficile d'avoir des réponses. Mais comme vous avez dit, la première des choses à faire, c'est déjà d'éviter le tourisme, chirurgical. Parce que s'il y a les compétences sur le territoire, autant pouvoir utiliser ces compétences-là pour, se faire soigner. Et Mmh. si ce n'est pas possible, il faut vérifier effectivement les compétences des personnes, que vous allez solliciter pour, réaliser vos opérations. Mmh. Et donc ça veut dire qu'au final, il y a quelques défis qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans le secteur des addictions ou dans le secteur des soins esthétiques. Il y a énormément de défis. Et quels sont les défis courants que vous, en tant que professionnel, vous rencontrez quand vous traitez les addictions ou quand vous réalisez, par exemple, un soin esthétique? C'est vraiment en termes de ressources. D'accord, C'est-à-dire, il n'y a pas assez il n'y a pas de programme, en fait, établi pour pouvoir prendre en charge ces personnes-là. Donc, on est un peu, isolés à traiter ces patients-là et aussi l'autre problème, comme je disais, c'est que ces personnes-là ne vont pas forcément chercher de l'aide d'accord, parce qu'elles ont honte. OK, Voilà, donc ça, c'est les 2 gros défis qu'on a. Donc voilà, c'est aussi, une façon de demander au pouvoir public d'accord, de d'augmenter un petit peu les budgets en termes de santé d'accord, et plus particulièrement pour les addictions qui sont un peu, le parent pauvre, on va dire, puisqu'on ouais, se dit: «Bon, il a décidé de boire, c'est son problème», mais non, ça reste un malade et ça reste un malade qui va occasionner, des perturbations dans la société, donc il faut pouvoir le traiter. Donc si on peut avoir plus de budget pour mettre en place des programmes, de traitement, que ce oui, soit médicamenteux, que ce soit psychologique et aussi, des structures, qui peuvent allier, traitement des addictions et traitement des problèmes, mentaux. oui, Parce que souvent c'est lié. exact, Quelqu'un qui a une addiction par rapport, à la drogue, par exemple, peut développer une psychose, peut développer une névrose. Donc, c'est des choses qui ou quelqu'un qui a un problème de trouble, mentaux, mental ou une ouais, maladie psychiatrique va se tourner vers une addiction pour pallier aux symptômes de sa maladie psychiatrique. Donc, d'accord, souvent, c'est très intriqué d'accord. et ça serait bien d'avoir un endroit où, les 2 sont pris en charge en même temps. D'accord, donc c'est vraiment il y a des problèmes sous-jacents qui, permettent de se retrouver dans une situation d'addiction de manière générale, ça peut Mmh. arriver. D'accord, c'est très intéressant. Si vous devez donner des conseils aujourd'hui à des professionnels ou à des familles, par exemple, qui sont, comment dire? «moins nantis» entre guillemets, pour pouvoir bénéficier de tous ces traitements de manière générale, Mmh. quels sont les conseils préventifs que vous pourriez donner? Parce que finalement, quand on est sur des conseils, comment dire? De soins, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de conseils particuliers, il faut se soigner tout Mmh. simplement. Mais en amont, en termes de prévention, qu'est-ce que vous pouvez redonner comme, conseil? En termes de prévention, bon, pour les professionnels, déjà, je dirais que c'est la formation continue. D'accord, Donc, c'est vraiment de se former pour pouvoir détecter des situations qui peuvent après partir en addiction. d'accord, C'est de créer un environnement où la personne se sent en confiance pour pouvoir parler. OK, Donc, une zone sans jugement. Voilà, il faut avoir de l'empathie pour son patient et puis lui permettre de se confier. Pour les familles, c'est vraiment, l'écoute active, être proche,
par exemple, un parent de son enfant, d'essayer de le connaître, de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, et cetera. Détecter les signes qui vous font dire que: «Ah là, ça va pas parce que d'habitude il n'est pas comme ça», et cetera. Donc c'est vraiment ça et aussi, si, l'addiction arrive, c'est vraiment de se faire aider parce que, vivre avec quelqu'un, qui a de l'addiction, c'est pas facile. D'accord. Donc, ne serait-ce que des groupes de parole ou des choses comme ça où on peut partager avec d'autres personnes dans la même situation que nous, ça peut aider. D'accord, excellent. Bah, je trouve que c'est encore plus pertinent même de parler aussi de ces groupes de parole-là parce que c'est des personnes qui vivent la même situation que nous, qui Mmh. ont une expérience qu'elle soit plus ou moins longue, entre guillemets. Et donc, ils ont la capacité de mettre des mots sur des situations sur lesquelles certaines personnes, nouvelles personnes qui ont des addictions sont incapables de mettre. Ouais. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir se positionner comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il y a des ressources ou des outils que vous pourriez recommander pour mieux comprendre ou mieux traiter, éventuellement les addictions? Oui, comme ressource, il y a l'Agence américaine des addictions, D'accord, c'est, la l'ASAM. d'accord, Il y a le NIDA aussi, c'est l'Institut national, des drogues. d'accord. Il y a des applications aussi qui existent, heu, pour le suivi de sobriété. D'accord, excellent. Bah, je pense que c'est le genre d'informations, en tout cas, au-delà de tout ce dont on vient de parler, qui pourront permettre aussi à d'autres personnes d'être sensibilisées sur, ces différents sujets-là, de mieux les comprendre, Mmh. de mieux les traiter. On tire allègrement vers la fin de notre podcast, mais je pense qu'il est tout aussi important que vous nous fassiez vos dernières réflexions. Par exemple, est-ce que vous avez des réflexions finales ou des messages que vous aimeriez partager à l'ensemble de nos auditeurs et à toute personne qui suivra notre podcast et notamment les institutions publiques parce qu'on peut avoir aussi des institutions publiques qui nous suivent. Bon, je dirais pour le mot de la fin, peut-être, rappeler donc que l'addiction, c'est pas un échec, c'est une maladie, qu'il faut traiter, qui nécessite des soins spécialisés. Il faut avoir de la compassion, de l'empathie et soutenir ces personnes-là, les encourager. Hem, il faudrait mettre en place des programmes d'information, de prévention et de traitement. Hem, aussi, faire pa pourquoi pas faire participer des personnes, qui avaient des addictions, qui sont en cours de traitement, qui pourraient venir témoigner, même si c'est pas facile, mais ça permettrait d'humaniser aussi, la problématique, de voir que c'est une personne comme nous, qui a eu ce problème-là et elle s'en sort. Donc je rappelle aussi que les addictions, c'est pas uniquement les drogues et l'alcool. Il y a Exact. les addictions aux jeux, OK. paris sportifs, casinos, aux réseaux sociaux, à la pornographie, aux aliments, vraiment c'est un vaste domaine. Ouais, exact, j'imagine. Je sais qu'on aurait pris plusieurs heures même à traiter ce sujet-là, au-delà des addictions et tous les autres sujets qui sont liés à la médecine ou aux soins esthétiques. Il y a vraiment Mmh. énormément de choses à voir, à découvrir et surtout à apprendre de vous par rapport à votre expérience, par rapport à votre parcours, par rapport à ce que vous avez remarqué, par rapport aux soins que vous prodiguez, par rapport aux solutions et techniques qui existent ou qui sont à venir. Mmh. J'aimerais bien terminer sur un point si vous le permettez. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, enfin, si vous lisez assez souvent, je pense que vous lisez assez souvent ou éventuellement. Et si c'est le cas, est-ce que vous auriez peut-être un roman ou un livre ou une œuvre, peu importe, ça peut être une bande dessinée aussi, on ne sait jamais, ou un animé pour ceux qui sont fans de manga entre guillemets. Mmh. Est-ce que vous avez un élément comme ça à nous recommander ou à recommander à nos auditeurs parce que vous pensez que ça peut être intéressant pour eux? Alors, en termes de romans, bon, on va rester dans mon domaine, hein. D'accord, aucun Je problème. conseille le livre, «Les 5 grandes blessures». D'accord, Donc voilà, ça va nous permettre de mieux se connaître d'accord, et puis de voir aussi quelles peuvent être les causes de nos traumatismes et des problèmes qu'on peut avoir dans la vie actuelle. Je sais qu'il y a plusieurs livres. Moi, j'aime bien l'autrice, c'est Louise Gaudreau. d'accord.
En termes de de films, moi j'aime bien, les dramas coréens. D'accord, OK. Donc il y a un drama, c'est le premier d'ailleurs je pense que j'ai regardé et qui m'a vraiment, marquée D'accord. et qui parle d'autisme en fait. OK. Donc voilà, un trouble, hem, dont on devrait aussi parler. Oui, En Côte exactement. d'Ivoire, les enfants qui ont des handicaps, c'est vraiment quelque chose et la prise en charge, c'est pas trop ça. Et je pense qu'on Donc serait vraiment ravis de vous avoir pour en parler, sur ce sujet-là parce qu'il y a énormément de choses, à dire sur l'autisme. oui, J'avais entendu, entre guillemets, à une certaine période qu'on considérait que des autistes dans certaines villages, localités très, très reculées, on les considérait, entre guillemets, comme des enfants sorciers et ça, c'est quelque chose qui est tellement triste parce qu'en oui, réalité, c'est la méconnaissance qui permet de dire des mots tout à fait. aussi dommages que ça. Ouais. Mmh. Mmh. Et donc voilà, donc le drama coréen, bah, je connais le titre en anglais, c'est It's okay not to be okay. Ah OK, d'accord, OK. Voilà, Parfait, parfait. C'est, sur l'une des plateformes, Netflix. de Oh, Netflix. je sais pas si on peut dire là, mais Bah, écoutez, bah, c'est de toute façon, c'est devenu de notoriété commune. oui, Il y voilà. a voilà, donc on peut le dire effectivement sur Netflix. Bah, c'est parfait en tout cas, merci infiniment pour ces mots. Moi, je terminerai en parlant d'un roman que je trouve très intéressant que j'ai lu il y a quelque temps. C'est un roman de Fatou Diom, Les Mmh. Veilleurs de Sangomar. OK. C'est un roman qui est très, très intéressant et je recommande aussi à tous nos auditeurs, tous nos web auditeurs, si vous avez la possibilité de le lire, faites-le. Et si, vous avez, besoin d'informations encore plus importantes, vous pouvez vous rapprocher de Docteur Sacco. Comment on vous contacte? Alors on peut me contacter sur mes réseaux sociaux. D'accord, Donc je suis partout, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. d'accord, Donc soit sous mon nom Docteur Sacco, soit sous le nom, e-thérapie d'accord, et on peut aussi, me contacter par mail. par mail ou WhatsApp. Excellent, excellent. Bah, en tout cas, merci, à vous, docteur, pour votre présence, d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous nos auditeurs, tous nos web auditeurs et puis, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Innocent parle. Merci de m'avoir invité et à bientôt. À bientôt.